On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir le quintet montéréggien Sidemind. Mais d'abord, il est originaire de la région de Napierville et il veut traverser le Canada pour défendre et lutter la cause du travail infantile. Il habite la région de Napierville, il est cycliste et il porte également une cause, la cause de dénoncer le travail infantile. Il s'appelle Alexandre Pillet, il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Est-ce que je peux dire félicitations tout de suite ou s'il faut que j'attende que la traversée soit complétée? À votre guise. Bon, parlez-nous un peu de cette idée de, oui, bon, faire une traversée du Canada sur deux coups, l'été qui vient puis l'été suivant, parce que le Canada, c'est quand même assez grand. Mais au-delà de ça, pourquoi avoir choisi la cause du travail infantile? En fait, depuis que je suis petit, je vois les images, je passe à la télévision. Dans le fond, on voit le tiers-monde, on voit ça, on est un peu sensibilisé. Mais je pense qu'on n'est jamais vraiment sensibilisé autant qu'une personne qui le voit en personne, en vrai. Puis, c'était à l'époque, dans le fond, en 2013, je travaillais pour une entreprise qui avait des sous-traitants en Chine. Et puis, j'ai dû aller voir un trouble de qualité en Chine. Oh. Et puis, dans le fond, j'avais un agent. On avait un agent, la compagnie avait un agent pour aller visiter certains sites. Fait qu'on ne va jamais directement chez nos fournisseurs. On est accompagné. Et puis, c'était pas une visite surprise, mais malgré ça, on est rentré dans une salle blanche qu'on appelle pour fabrication de circuits imprimés. Et puis, c'est une salle d'environ, je dirais, 30 pieds par 50 pieds. Puis, un assez bon éclairage pour voir que c'était pas des dames qui étaient là. C'était principalement des jeunes filles. Puis, évidemment, quand on va en Chine, on regarde les jeunes filles, puis on se dit, des fois, ils ont l'air plus jeunes qu'ici, Ouais. les Québécois et les Québécoises. C'est difficile parce que c'est pas notre nationalité. Mais je me demandais pas si c'était 16 ou 18 ans, je me demandais vraiment si c'était 8 ou 12 ans, les jeunes filles qui étaient là. Puis il ne semblait pas avoir de gêne du tout du management de l'entreprise. Donc, c'est une des causes. En 2013, que... Et ça oui. frappe, ça, parce que je peux imaginer, puis là, vous le dites en plus, c'est pas une visite surprise. Non. Donc, s'il avait voulu organiser l'affaire, il aurait pu le faire un peu avant. Bref, il n'y a pas de gêne ou de malaise à dire, ben oui, vous êtes au bon endroit, là. Effectivement, je pense qu'on peut le voir des fois quand il y a justement des reporters qui se présentent en Chine. On le voit dans des documentaires, je pense, je peux nommer dans le fond TV5 avec Élise Doucet. Les anges se protègent beaucoup quand ils voient les reporters arriver, mais nous, on était une équipe d'ingénierie, on avait un vrai problème réel, puis on voulait vraiment régler. Je pense qu'on n'était pas une menace pour eux. Puis j'ai traversé une salle, c'est sûr qu'ils ne se sont pas attardés à nous présenter tous les gens. On a traversé rapidement. Mais c'était assez pour jeter un coup d'œil puis voir qu'il y avait un problème là. Bon. Et là, malgré les traits asiatiques là, qui peuvent des fois paraître plus jeunes ou plus vieux, là, ça peut être un peu... Mais pour vous, clairement, il n'y avait personne de 18 ans et plus là-dedans. Là. Pas du tout. Bon. Là, j'imagine que là, il faut rester concentré parce qu'il faut faire le boulot qu'on a à faire là-bas pour l'employeur, mais là, c'est quoi? Ça nous choque, ça nous envahit. On pense à ça quand on est dans l'avion puis on retourne à la maison, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous traverse l'esprit? C'est beaucoup de frustration. Dans mon cas, c'était beaucoup de frustration. J'ai des collègues qui ont passé au travers et qui ont fait comme si, regarde, c'est business as usual. C'est ça. Tandis que moi, ça m'a choqué beaucoup. Par la suite, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait un plongeon, dans le fond, dans la recherche des produits, dans le fond, équitables, le child labor, travail infantile, choses comme ça. Je savais un peu rechercher, puis il y a quand même, merci à tous ceux qui ont fait, dans le fond, beaucoup de recherches dans le passé, puis qui ont mis la lumière sur ces problèmes-là. Ça m'a permis, dans le fond, de concrétiser mes recherches, puis aussi tomber sur le sujet équitable, dans le fond. On le voit à l'épicerie, on le voit un petit peu partout. Sauf, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait une différence? Mais c'est ça qui est difficile, parce que même dans le comportement, on peut regarder le studio ici, là des chaises, la table, les télés, les caméras. Là, c'est difficile de dire, pas qu'on veut être hypocrite, mais on se dit, c'est difficile. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mm-hmm. Mais en même temps, on peut se douter que, mais on ne le sait pas. Ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. Hein? C'est ça un peu des fois. C'est difficile d'essayer de concevoir. On sait que ça existe, mais après ça, comment on peut le dénoncer? Puis même comme consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire notre part puis contrer ça? Bien, je pense que ton deuxième point, le dénoncer, je pense qu'il est très bien fait par beaucoup d'organismes. On peut penser à Amnesty International, les Samavos, Greenpeace aussi, qui vont plus au côté environnemental. Mais ces gens-là sont là pour ça. Puis nous, ce qu'on peut faire en tant que consommateur, en tant que monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, c'est justement de se fier à tous ces gens-là. Puis les gens qui font des certifications. Puis pourquoi moi, j'ai accroché beaucoup à la certification équitable ou Rainforest Alliance, c'est que c'est des certifications qui ont un gage de
d'être crédible, OK? D'être une certification Ouais. qui sont à part des entreprises. Et si les entreprises veulent adhérer, ils ont certains critères à respecter, donc, pour avoir justement d'enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Ouais. Et puis aussi des critères de développement durable. Donc, c'est sûr et certain que si quelqu'un se rendrait compte que Fairtrade n'a pas la crédibilité nécessaire ou n'assure pas les audits pour aller vérifier s'il n'y a pas d'enfants esclaves dans les... Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le côté équitable ou Rainforest Alliance, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est aussi crédible que, si on peut dire, c'est la norme CE ou CSI international dans le domaine électronique. Donc, la certification est, disons, crédible. Mm-hmm. Je reviens un peu à cette idée-là. Je me suis dit, puis là, vous avez amené des échantillons ou du café équitable, Absolument. entre autres, là, dont on parle souvent, mais si je pose le geste d'acheter ça, est-ce que je fais juste me donner bonne conscience ou si vraiment j'agis à faire changer les choses? Bien, effectivement, il y a toujours bonne conscience, que ça donne quelque chose ou non, ça, c'est là. Par la suite, il faut faire ses recherches personnelles. Puis c'est pas Alexandre Pied ou une autre personne qui va vous faire comprendre que c'est vrai. Je pense que c'est au consommateur d'aller voir par lui-même si, pour lui, c'est quelque chose de crédible ou non. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur les médias sociaux aujourd'hui je ne pourrais pas dire qui prouvent, mais qui assurent une certaine crédibilité à la démarche. Puis, ce que ça fait, dans le fond, les produits équitables Rainforest Alliance, ça assure, dans le fond, que la production, par exemple, de cacao, de banane ou, je pourrais dire, café, est faite de façon sécuritaire. Les employés sont respectés. Aussi, un quartier ou une région qui est amenée à être équitable, ils vont prôner beaucoup les droits de la femme. Donc, on sait que dans les pays pauvres ou dans les pays qui ont la religion est un petit peu plus axée, qui est plus impliquée on sait que les droits de la femme sont souvent brimés. Donc, Équitable ou Rainforest Alliance arrive pour contrer ces problèmes-là. OK. Donc, si on comprend évidemment la cause du travail infantile, puis on comprend également mieux ce qui vous a allumé lors de votre voyage en Chine, pourquoi décider de porter cette cause-là maintenant et puis de le faire avec une traversée cycliste? Parce que là, vous allez faire ça sur 2 étés. Là, vous allez commencer cet été à Toronto pour terminer à Saint-Jean-Terre-Neuve. Puis l'été suivant, donc l'an prochain, vous allez retourner pour faire l'autre bout, dans le fond, de Vancouver jusqu'à Winnipeg et peut-être un petit peu plus loin si le temps vous le permet. Mais pourquoi décider de prendre cette cause-là et décider, dans le fond, de la porter sur vos épaules en tant que cycliste? Bien, écoute, il n'y a à la base aucun lien entre les deux, OK? La cause équitable, Rainforest Alliance ou peu importe, c'est une chose. Mais le côté cycliste, c'est en 2017, j'ai commencé à faire du vélo le matin. Mes enfants ils ont passé les couches et tout. Là. Ouais. J'avais pris un bon 50-55 livres et puis, il faut que je prenne soin de moi. Donc, j'ai commencé le matin, j'ai pris mon vieux Giant Boulder SA, je pense, 2000. J'ai embarqué là-dessus, puis je suis parti, puis je dis, c'est le fun, là, je retombe en enfance. Le soleil le matin, le vent, le sentiment là, que je peux reprendre soin de moi un petit peu. Là, j'ai fait une belle grossesse sympathique, donc c'était le temps de recommencer à faire ça. Puis, en fait, le vélo, c'était vraiment un domaine que je ne connaissais pas, puis on pourrait dire que c'est en soi une société vraiment le fun. Ouais. Fait que j'ai embarqué puis j'ai mordu. Okay, c'est comme une passion qui s'est développée. Oui, c'est en plein ça. Puis, pourquoi marier les deux ensemble, pardon? C'est vraiment parce que le vélo de route permet de traverser beaucoup de communautés. Sur une période quand même pas trop rapide, dans le fond, je peux me permettre, dans le fond, de passer de Toronto à Ottawa, à Montréal, en croisant plusieurs petites communautés, puis aller porter le message, dans le fond, des endroits qui n'ont peut-être pas été sensibilisés autant que les grandes métropoles, ou que Toronto, que Montréal. Et ça, cette idée-là, ça vous a traversé l'esprit à quel moment, là, vous vous êtes dit, bon, j'ai une cause à laquelle je tiens, j'ai une passion qui se développe, qui est le vélo. À quel moment vous vous êtes dit, hey, ça serait une bonne idée? C'est un déclic, je pense. C'est une journée, quoi, vous êtes levé un matin. En écoutant de la musique le soir, ça me semble que c'était plus ça, mais c'était vraiment. C'est un déclic. Et là, quand vous avez parlé de ça à vos proches, ils vous ont dit quoi? Écoute, je pense qu'il n'y a pas personne qui a été choqué. La cause est quand même noble. Puis, je pense que ma femme me voyait progresser au travers la cause équitable puis aussi le cyclisme. Fait que pour elle, ça n'a pas été un choc, ça a été comme juste normal. Oui. C'est un peu... c'est quand même quelque chose parce que là, juste pour cet été, là, c'est 3300 km en 23 jours. Ouais, en fait, s'il y a une petite erreur là, c'est en 28 jours. En 28, 28 jours pour un peu plus de 3000 km. Ça prend de l'organisation, les commanditaires, ça prend toutes sortes d'affaires. Comment on organise une traversée comme ça? En fait, il y a déjà des clubs de voyage.
Donc, celui avec qui je ne vais pas être associé, mais en fait, je me suis inscrit dans un voyage vélo Québec qui part de Montréal, qui va jusqu'à Saint John's, qui est déjà organisé avec une voiture de poursuite, avec les mécaniciens nécessaires. Donc, dans le fond, c'est assuré de Montréal à Saint John's avec eux. Donc, j'ai pas de stress. Si j'ai une crevaison, ils sont là. Ça va être super amical, super friendly, une belle ambiance de voyage. Puis, par contre, avant, je vais partir de Toronto. Donc, la portion Toronto-Montréal. Montréal, bien, je vais le faire avec ma femme. Ça va nous permettre de se retrouver aussi un petit peu plus seuls. Là, les enfants vont être gardés chez les beaux-parents, qui adorent nos enfants d'ailleurs. Fait qu'ils vont être en bonne main. Puis moi, bien, dans le fond, c'est ça, le matin, je vais partir vers 7 h, puis vers 1 h environ, ma randonnée va être faite. Donc, tout le reste de la journée, je vais avoir le temps soit de faire des présences dans des festivals ou aller dans des églises, pas les écoles, évidemment, l'été, mais des camps de vacances, des choses comme ça. Donc là, est-ce que l'itinéraire est déjà quand même pas mal fait? Bon, on part de Toronto, on comprend, mais quoi? On veut traverser des villes et des villages? Oui, mais dans le fond, je prends dans le fond un système GPS, là, ce qu'on appelle le système Wahoo ou Garmin. Là. Et puis, je fais déjà mon tracé là. Puis, en fonction de ce que mon partenaire logistique Vision Mondiale va me trouver comme point de rencontre, bien, c'est sûr que je vais peut-être bifurquer un petit peu sur mon parcours. Le parcours, par contre, Montréal-Saint-Jean, je ne pourrais pas bifurquer parce que c'est encadré par le voyage. Donc, ça va être un petit peu plus difficile de trouver vraiment un bon point. Mais le matin ou le soir, il n'y a rien qui m'empêche de prendre un taxi, de quitter, d'aller faire une petite conférence puis de revenir avec l'équipe ensuite. Bon. Puis là, l'été suivant, Vancouver jusqu'à au moins Winnipeg. Oui, absolument. Un autre beau défi, un petit peu plus de montagne. Le défi cycliste va être intéressant, mais je vais déjà avoir une bonne partie d'entraînement cet été là, pour me rendre plus fort. Là, et là, d'ici à cet été, d'ici au mois de juillet, à votre départ, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Bien, qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est... je pense que les sous, c'est arrivé. Les vélos, tout ce qui est au niveau matériel, je l'ai. Les commandites, s'il y en a qui veulent se rajouter, tant mieux. Là, je veux dire, on n'en a jamais assez. Ça va donner plus de rayonnement, plus d'exposure. D'ici là, dans le fond, c'est vraiment... Là, actuellement, Vision Mondiale a commencé à faire plus d'appels pour les médias. Moi, j'en fais aussi. Je les donne un coup de main. Je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. On court beaucoup pour essayer d'avoir des présences radio-télévision. Puis on veut bâtir un portfolio, dans le fond, comme on fait ici ensemble aujourd'hui. Bien, à vous, félicitations, bonne chance pour la suite, puis au plaisir même de se reparler de cette expérience. J'ai l'impression que ça ne sera pas la première et la dernière entrevue que vous allez donner sur le sujet. Vous allez pouvoir faire rayonner, évidemment, cette cause-là, dont on entend, honnêtement, pas beaucoup parler ici en Amérique du Nord. On le sait que ça existe, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Bien, bref, vous allez pouvoir, évidemment, être le porteur de ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du quintet montérégien Sidemind. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Volet culturel aujourd'hui, on vous fait découvrir un quintet montérégien du nom de Sidemind. 3 invités, 3 sur 5, qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, Camille Delage, qui est pianiste. Bonsoir. Bonjour. Accompagné d'Alexandre Dagenet, qui est le batteur. Bonsoir. Bonsoir. De même que Kevin Paquet, qui est guitariste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci et beaucoup. Il nous manque, bien sûr, le bassiste et le violoniste, puisque vous êtes 5. Expliquez-nous un peu quel est l'historique derrière la formation de ce quintet. Bien, moi, j'y étais pas au tout début, je n'étais pas présent. Oui, en fait, je pourrais me lancer là-dessus. Oui. Toi, tu étais dans les premiers? Moi, j'étais dans les fondateurs? Premiers. Exactement. Mais en fait, ça a commencé avec Cégep en spectacle. Il y a Olivier, le violoniste, qui m'a approché parce qu'il manquait un batteur. Puis il voulait faire une reprise d'un groupe de Dream Theater et de
c'est quoi déjà son nom? David Garrett, qui est un violoniste aussi. Puis, dans le fond, je me suis incorporé là. On a comme fait le show ensemble, c'est déjà en spectacle. Puis on a vraiment aimé notre expérience. Puis on s'est dit, ben ça serait le fun de juste continuer. Puis là, de là, on a commencé à former Sidemind. Puis là, ben, éventuellement, on a comme changé de guitariste, changé de claviériste. Puis là, ben, nous voilà tous réunis. Là. Moi, personnellement, je connaissais déjà Olivier, qui est le violoniste. Là. Depuis l'âge d'à peu près 12-13 ans, on s'envoyait des compositions par courriel. On avait juste une relation par courriel. Tiens, j'ai composé ça, écoute ça. Lui, il m'a envoyé ses affaires, puis c'était tout. Finalement, il s'est dit, hey, il manque un guitariste dans le band, ça t'a tenté d'essayer, puis ça a vraiment cliqué. Là. OK. Donc, Alexandre était là au jour 1. Dans ton cas, Kevin, tu t'es joint à l'équipe à quel moment? Autour de 2011. C'est à peu près dans ces années-là. Là. OK. Et dans ton cas, toi, Kevin? Moi, je suis arrivé juste un an après, je pense. Je pense un an après. OK. Donc, la formation, quand même, là, vous êtes tous les 5 depuis quand même un bon petit bout de temps. Vous êtes assez soudés là, depuis plusieurs années. Ouais. Bon. Pour que les gens comprennent, ça ressemble à quoi, Sidemind? C'est la question à 1000 $. Ça fait tout le temps. Est-ce que vous-même, vous le savez? Bien, je pense qu'on s'entend pour dire que c'est un band de prog. Ça, c'est certain. Encore faudrait-il définir le prog. Hein? Ça, c'était mon autre question. Tu étais en train de brûler ma question. C'est quoi? C'est de la musique progressive instrumentale. Donc, c'est sûr qu'on touche en fait à plusieurs styles. On va aller chercher des sonorités un peu plus jazz, certainement des sonorités classiques, étant donné que le lead de la formation, c'est du violon. Donc, évidemment, il y a une sonorité classique qui est évidente. Donc, jazz classique. Évidemment, on va utiliser aussi un peu les sonorités des bands de prog un peu plus old school qu'on connaît dans les années 80, Genesis, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Jethro Tull et tous les autres. Là. Donc, en fait, on s'imagine, on se dit que ça peut plaire un peu à tout le monde, en fait. C'est assez accessible dans cette mesure-là où il y a un peu de tout, finalement. Mais quand vous avez commencé, vous faisiez de ce qu'on appelle dans le métier des covers, c'est-à-dire on jouait les pièces des autres, jusqu'à ultimement à créer votre propre matériel? En fait, non. Pour Cégep en spectacle, on avait joué des covers, mais tout de suite après ça, c'était des compositions originales. Rapidement, c'est des... Oui, exact. Tu sais, comme je disais, moi et Olivier, on avait déjà de l'expérience de composition. On utilisait le même logiciel sur l'ordinateur pour composer. Et quand je suis rentré, j'avais déjà un bagage de... C'était pas des bonnes compositions, comme c'est pas aussi complet qu'aujourd'hui, mais on savait déjà comment faire. Puis... Fait que assez rapidement, on a embarqué tout de suite dans nos propres compositions. Puis... Donc ça, ce déclic-là, il s'est fait rapidement parce que, comme tu disais, bon, peut-être pour Cégep en spectacle, oui, c'était des covers, mais vous n'avez pas fait 5 ans là-dessus. Là. Rapidement, vous êtes tombé dans un mode de composition puis de matériel original. Là. Exact. Parce que c'était important pour vous d'aller vers ça plutôt que de continuer à jouer des trucs que Bien, vous ça fait connaissiez? partie du processus de création. Juste de faire des covers, c'est de démontrer plus notre talent en tant que musicien, en tant qu'interprète. Mais on voulait tout prendre ce qu'on aime comme musique puis d'amener ça une coche plus haut. Ça passe plus par la composition que par... oui, on aurait pu faire plein de covers différents, mais on s'est dit, hey, pourquoi pas tout dans la même tune, tout dans le même album, puis on essaie de bâtir à partir de là. Ce qui est clair, c'est qu'on est nettement plus heureux à jouer des compositions originales. Les covers, on trouve ça agréable. Bien, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les gars? Oui. Ils consultent. C'est quand même, je vais dire des sottises. Mais non, vraiment, on aime davantage les compositions originales. Les covers, à ce jour, on se dit que c'est beaucoup pour aller chercher un public, aller interpeller peut-être les gens qui ne le connaissent pas. C'est assez dur de percer dans le monde du prog instrumental. Clairement, oui. Donc, il y a là une utilité par les covers. Donc, si on comprend l'inspiration, jazz, classique, progressif, on peut s'imaginer un peu ce à quoi ça ressemble. Quelle est la complexité de composer et de jouer cette musique-là? C'est une très bonne question. C'est la deuxième question à 1000 $. Oui. Je pense qu'il veut y répondre. Bien, pour la composition, c'est principalement moi puis Olivier qui allons composer, qui composons tout ce qui est musical, tout ce qui est mélodie, puis les accords, ces affaires-là. Au niveau du rythme, c'est sûr qu'il y a Daj va rajouter son comment je pourrais dire ça? Sa touche personnelle. Oui, j'allais dire quelque chose d'un petit peu plus ésotérique, mais je vais garder ça pour moi. Mais c'est tellement le fun aussi. Daj, il rajoute tout le temps quelque chose de plus, puis ça vient comme tout mettre ensemble avec son drum.
Mais au niveau de la composition, c'est principalement moi et Olivier. Puis on se donne aucune limite. On essaye des affaires, puis si ça ne fit pas, mais on a un beau conseil de 5 membres on est assez difficile, entre guillemets, là. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, si c'est juste une personne, c'est 20 du groupe, puis ça veut dire qu'il y a 20 de la population qui n'aime pas ça, C'est bon, ça. au moins 20 tu sais. Donc, depuis la création de Sidemen, vous avez pu créer combien de chansons? Vous Ben, faites le décompte? nos premières compositions, ils ne comptent pas vraiment. Là. C'était un peu comme l'essai-erreur, puis on les réécoute OK. aujourd'hui, puis c'est... Mais là, depuis moins que vous êtes des présentable, professionnels... Mais tu sais, ce qu'on a sorti, on a sorti un album de 6 pièces, d'une durée d'une 60aine de minutes, qui s'appelle Erosion. On a fait 2 pièces pour un jeu vidéo. On a fait la soundtrack d'un jeu vidéo ça s'appelle Navy Blue. On a sorti 2 singles, plus le vidéoclip de Vivaldi. Là. Je crois que ça fait... Puis là, on travaille activement sur le deuxième album. Là. Fait en plus de ces Vous compositions-là, êtes ben, là-dessus en ce moment. on travaille fort. Je pense qu'on peut dire une bonne vingtaine. Une vingtaine de compositions à ce jour. À date, autour, là, 15-20. là. Parlez-moi du vidéoclip, Winter. Qu'est-ce que c'est? Le vidéoclip Winter, c'est un cover d'une œuvre classique d'Antonio Vivaldi. C'est issu du concerto Les 4 saisons. Et c'est juste la portion uniquement l'hiver, donc qu'on a repris. Ça a été arrangé par Kevin et Olivier. Et donc voilà, c'est quelques minutes, 4-5 minutes de musique classique, mais transformée à la sauce métal que nous aimons beaucoup, prog. Voilà, on a fait un clip qui est très satisfaisant, du moins d'un point de vue visuel et même audio. On est vraiment content du résultat. On a passé tout le tournage pendant une fin de semaine de temps avec nos instruments dans le froid à faire ce tournage-là. C'était très épique. Très, très, très épique. Est-ce que c'était une première expérience de vidéoclip ou vous aviez déjà eu quelques tentatives auparavant? On avait déjà fait quelques capsules vidéo. On avait déjà filmé quelques trucs d'un côté avec du matériel qui n'était pas nécessairement professionnel. On a fait le mieux qu'on pouvait selon les budgets parce qu'après, au final, c'est ça reste un groupe de musique avec peu d'argent. Fait on s'arrange comme on peut. Mais oui, ça, c'est vraiment notre premier clip qu'on faisait affaire aussi avec des gens de l'externe. Fait qu'on avait Vincent Allard et Juliette aussi qui étaient là pour nous aider au niveau de la réalisation puis du montage. C'est vraiment eux qui ont eu comme un peu la vision derrière Winter, là, comment le représenter en image. Et vous êtes content du résultat, là? Ah, c'est Vraiment. vraiment malade. Les images sont tellement belles, ce qu'ils ont capté. C'est représentatif de nos univers québécois en plus, donc il y a ce côté patrimonial aussi qu'on aime beaucoup. C'est bien rendu, on est très content. Dans une année, vous pouvez faire combien de représentations devant public? En faites-vous? Voulez-vous en faire? Ça va dépendre des années. Comme présentement, on se concentre beaucoup sur la composition du deuxième album. Fait qu'on n'a aucun show prévu dans les prochains mois. La vérité, c'est que si on commence à faire des tours, puis on commence à se promener de ville en ville pour faire des spectacles, en fait, c'est qu'on va jouer devant peu de gens. On n'a pas assez un grand bassin dans ce milieu-là. Donc, on s'est rendu à l'évidence que comme c'est pas même pas rentable de faire ça non plus, économiquement. Louer la vanne pour transporter l'équipement, payer les salles, tout ça, donc ça devient une grosse gestion. Ça devient très lourd et c'est pas nécessairement rentable, malheureusement. Donc, Parce que vous, votre plaisir, dans le fond, c'est de créer puis jouer. C'est ça, principalement. Oui. Et là, vous faites ça à raison de quoi? 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine? Quelle est la cadence de vos rencontres? Vous êtes quand même 5 personnes. Il faut que les agendas fonctionnent. On se voit hebdomadairement à tous les dimanches. On se rencontre, pour que ce soit pour composer ou pour jouer, pratiquer. Des fois, c'est des trucs, des aspects vraiment plus techniques, remplir des demandes de subventions. Donc, il y a toutes sortes de motifs pour se rencontrer. Mais à chaque semaine, on se voit. Et, il y a toujours du travail aussi qui est fait là, au courant de la semaine, mettons, que je vais être en discussion avec Keb ou avec Olivier ou pour parler des compositions, justement. Si on frappe un mur, si on n'est pas nécessairement d'accord sur où est-ce que la composition doit aller, bien... Chacun fait son petit travail personnel, mais tous les dimanches, on se réunit pour... C'est la thérapie du dimanche. Exactement. C'est notre religion. Parce qu'en fait, donc, toi, Camille, tu es de Boucherville, toi, tu es de Varennes,
Chambly. Exact. Votre violoniste vient de Chambly aussi, mais votre bassiste vient du West Island. Ouais. Mais on va dire quand même que le quintet est montérégien quand même. Oui. Ah, puis c'est un anglo en plus. En plus, ah ben là, non. un anglo qui vient du West Island. Ah, il ne c'est fait la pas totale. pantoute dans le band. Mais comment vous vous êtes rencontrés tous les 5? Parce qu'on comprend que vous bon, toi, tu étais là au début, puis après ça, les autres se sont joints. Comment vous vous êtes rencontrés? Bien, pour ma part, c'est en fait grâce à mon frère que j'ai été recruté, parce que mon frère a étudié à l'Université de Montréal en musique avec Olivier, le violoniste. Donc, c'est de là, moi, que j'ai été... c'est comme ça que j'ai joint la formation. Ça, comme je disais tantôt, moi, je connaissais déjà Oli par d'autres amis, d'une autre gang d'amis. Même si on ne se voyait pas beaucoup, je savais qu'il existait. Puis ça a donné que quand il manquait un guitariste, je suis rentré dans la formation. Puis pour ce qui est de Nico, bien, on l'avait rencontré en faisant des spectacles carrément. On l'avait rencontré en partageant la scène avec le band de son frère qui s'appelle Transcend. Bref, il était là dans la foule, puis on a établi une connexion avec lui. Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? C'est une bonne question. Très bonne question. Le succès s'est tellement rendu relatif en plus. Ouais, Hein? exact. C'est quoi un band qui a du succès? C'est rendu difficile à définir. Ben, on va souhaiter quand même du succès, mais que les gens écoutent notre musique. Je pense que ça serait ça notre source de bonheur la plus grande. Ouais, de briser l'aspect du métal, du mot métal, puis de juste aller écouter. Parce que c'est quand on écoute, finalement, il n'y a pas de chanteur qui crie, il y a du violon, c'est C'est super qui écrit les mélodique. paroles? Personne. OK, c'est bon. C'est instrumental. Voilà. À vous trois, merci beaucoup. Salutations aux deux autres également. Donc, longue vie à Sidemind. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche 28 avril, opération Grand Nettoyage. On fait ça déjà depuis plusieurs années, ici dans le Vieux-Saint-Jean, dans les quartiers également, avec les parents, les enfants, des bénévoles. Bref, ça s'organise. Si ça vous intéresse, évidemment, rendez-vous sur l'adresse pour obtenir davantage de renseignements. Entre-temps, pour me rejoindre, Éric Laton en un mot à commercial tvhr9.com. Bye-bye, à demain.